Mais tout d'abord, chers amis, chers alumni, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence sur le bonheur. Conférence sur le bonheur qui, en temps de pandémie, prend un relief tout particulier, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que c'est le contraire du malheur? Est-ce que c'est un état dont nous n'avons pas conscience quand nous le vivons? Est-ce que c'est une valeur en tant que telle? À l'époque de la quête de sens tous azimuts, une valeur dont il faut poursuivre la quête, justement, alors pour nous aider à répondre à toutes ces questions. Nous recevons ce soir Laurence De Villers, professeure agrégée, docteur en philosophie, doyenne de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Madame De Villers, bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également Charles Pépin, diplômé de Sciences Po, professeur agrégé de philosophie et romancier. Charles Pépin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et nous recevons également Thibaut de Saint-Maurice, professeur de philosophie, auteur, chroniqueur à France Inter notamment, qui va animer et modérer cette conférence. Thibaut de Saint-Maurice, bonsoir. Bonsoir. Alors merci très chaleureusement à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Je vous transmets les salutations et les remerciements appuyés de Pascal Perrineau, le président de Sciences Po Alumni. Merci à vous également, chers et chers participants et participantes. Merci d'être aussi nombreux ce soir. En ce qui me concerne, je vous souhaite d'ores et déjà à tous et à toutes une excellente conférence et je passe sans plus tarder la parole à Thibaut de Saint-Maurice. Bonsoir, ouais, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup de nous avoir sollicité pour cette discussion. En ce qui me concerne, je vais donc commencer par effectivement émettre quelques remarques d'introduction un peu générales. Et puis ensuite, eh bien, on aura le plaisir d'entendre la conversation, le débat, la discussion entre Laurence De Villers et Charles Pépin. Alors effectivement, la question qui nous occupe ce soir est à la fois une des plus grandes questions de la philosophie et une question qui est la plus ordinaire de l'existence de chacun de nous, c'est la question du bonheur, donc comme vous l'avez déjà mentionné. Alors il est assez peu probable qu'au terme de cette discussion, nous lui trouvions une solution, surtout en une heure, ouais, mais il est à espérer que nous parvenions à en discuter quelques-uns des enjeux. Rien que ça serait déjà un grand pas. Vous savez, les philosophes sont des gens merveilleux qui au lieu d'avoir des solutions pour chaque problème, ont des problèmes pour chaque solution et qui pensent qu'on est plus sage quand on a une meilleure compréhension justement des problèmes qu'on rencontre. Et celui-ci donc est particulièrement large. Une des intuitions fondamentales d'Aristote, il y a un peu plus de 2500 ans, c'était que tous les hommes désiraient être heureux et il en a fait le point de départ de sa philosophie morale. Simplement, tous ne s'y prennent pas de la même manière et de la meilleure des manières. Et chacun de nous peut en faire l'expérience. D'emblée, le bonheur se présente à nous plutôt comme une quête, comme une question, comme un problème, éventuellement comme aussi un objectif à atteindre, mais pas comme une évidence, comme une donnée ou comme une expérience facilement accessible. D'autant plus que du point de vue de son contenu, le bonheur des uns n'est pas forcément le bonheur des autres. A fortiori, donc, vous l'avez aussi mentionné, quand depuis presque un an, nous traversons individuellement et collectivement une crise sanitaire qui redistribue les cartes de nos habitudes, de nos relations, de nos projets, et pour certains aussi, malheureusement, de notre santé. Et donc, si le bonheur est généralement abordé comme une tâche ou un objectif à atteindre, la situation qu'on traverse, la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, ça semble rendre cette tâche encore plus difficile. Comment être heureux quand tout va mal, ou du moins quand tout ne va pas très bien? Quand on ne peut plus voir ses amis aussi facilement, quand on ne peut plus voyager ou rencontrer de nouvelles personnes, quand les perspectives économiques sont difficiles. C'est donc tout plein de questions qui, dans ce contexte précis de la crise sanitaire, sont la version actuelle de questions plus fondamentales. Comment être heureux malgré les échecs, malgré la fragilité de l'existence, la mort possible et inévitable de nos proches,
les ruptures amoureuses, les trahisons amicales ou l'absurdité d'un travail qui n'a plus beaucoup de sens. D'autant qu'en face, il y a aussi cette petite musique de l'injonction permanente au bonheur qui rajoute à la difficulté. C'est ce bonheur, vous savez, qu'il faut afficher partout, avec ou sans filtre, hein, ça dépend du réseau social et de l'effet recherché, dans une sorte d'équation assez impossible. Hein, le bonheur est à la fois signe de la réussite, et la réussite doit être la condition du bonheur. À écouter certains psychologues, coachs, experts, il suffirait pour être heureux de le décider et de travailler sur soi, de développer sa personnalité. Être heureux, ça serait une affaire personnelle, une tâche, un défi, une sorte de happiness challenge qu'on aurait tous les moyens de relever pour peu qu'on s'y prenne bien et qu'on s'en donne les moyens. Quelque chose peut-être aussi à cultiver, mais voilà, selon quelle méthode, selon quelle recette, ça reste à décider. Alors, que penser de ce volontarisme? Est-ce que être heureux, c'est vraiment une question de volonté? Parce que tout le monde le veut, mais tous essayent, mais beaucoup se plaignent pourtant. Au contraire, est-ce que le bonheur n'est pas plutôt le résultat d'une divine surprise, quelque chose qui nous tomberait sur le coin de la figure, une rencontre peut-être, ce qui est assurément charmant, mais aussi inquiétant parce que alors on n'y peut pas grand-chose. Voilà les termes du problème, me semble-t-il. Ou bien le bonheur dépend de nous, mais alors c'est un sacré job et on risque de devoir ajouter la culpabilité à l'échec. Ou bien le bonheur ne dépend pas de nous et on risque alors de souffrir de l'absurdité d'une existence qui ressemblerait de plus en plus à une grande loterie. Certains auraient les bons numéros et d'autres attendraient infiniment, indéfiniment qu'on tire leurs numéros ou qu'on les appelle. Alors, est-ce que c'est un projet impossible? Est-ce que c'est la pire des illusions? Est-ce qu'il faut s'en libérer? Ou au contraire, est-ce qu'il faut espérer quand même, le chercher peut-être, l'attendre un jour, ou bien se rendre simplement disponible? Alors voilà pour peut-être une première manière de poser les problèmes ou les enjeux, mais tout cela va rebondir dans la conversation que nous allons avoir. Alors peut-être pour commencer, première question pour vous, Laurence et Charles, par les temps qui courent, mais aussi peut-être plus largement du fait de notre conscience un peu extra-lucide, de post-moderne, un peu instruite, un peu mieux des choses du monde et de l'existence, est-ce que ça vous paraît toujours un projet raisonnable que de vouloir être heureux? Peut-être Laurence. D'une certaine façon, ce que nous traversons et avons traversé depuis comme vous le disiez, bientôt un an, fait que la question du bonheur semble à la fois un luxe et en même temps plus impératif que jamais. C'est-à-dire que ce que nous traversons nous montre qu'il n'y a pas de désir d'être heureux sans quelque chose comme de l'espérance. C'est-à-dire ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est une fenêtre sur l'avenir. Hein. On a l'impression d'être dans un tunnel dont on ne voit pas vraiment la fin. Donc on se rend compte qu'être heureux ne va pas sans la possibilité de se projeter. Alors qu'on avait cru que le bonheur était une sorte de carpe diem, ou en tout cas de méditation de l'instant présent, du fait de s'installer dans l'ici et le maintenant. On se rend compte que ce n'est pas vrai, qu'on a besoin de futur pour que le présent soit supportable. Et puis la deuxième chose, je dirais, qui fait que cette question est peut-être à la fois brûlante et dérisoire, c'est qu'on a été rattrapé par le réel. On a été en toute humilité, non seulement rattrapé, mais contaminé par le réel. Et je crois que cela nous amène à nous poser, à mon sens, la question qui est au cœur du problème, et je vais voler à Charles Pépin son concept à lui, c'est la rencontre décisive. C'est quoi la rencontre décisive? C'est la rencontre décisive entre mes désirs et mon désir d'être heureux et la réalité. Et je crois qu'on a développé, peut-être dans un usage ou un abus de la psychologie positive ou du développement personnel, on a songé, imaginé un bonheur qui ne ferait pas, qui ferait l'économie, au contraire, de cette rencontre décisive. C'est-à-dire qu'on avait imaginé qu'on pouvait se construire des bulles à l'intérieur desquelles on pouvait être heureux. Alors la méditation de l'instant présent, ça semblait une de ces bulles, les vacances, une sorte de carpe diem, etc. Et puis on se rend compte que ce n'est pas possible. Il faut penser au bonheur, le vivre, le construire, l'imaginer, l'espérer, non pas en escamotant le réel, mais en le regardant dans les yeux. Voilà, si je devais répondre, je dirais qu'il y a maintenant cette rencontre décisive, nous et le réel.
Et Charles, alors sur cette rencontre décisive, peut-être qui est celle du moment qu'on vit, est-ce que c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment? Est-ce que c'est ce qui permet peut-être de penser que cette question n'est pas tout à fait dérisoire? Déjà, la rencontre du réel, même quand le réel est dur, a souvent le pouvoir de nous mettre en joie quand on arrive à affronter ce réel et à être lucide dans le contact avec ce réel. Déjà, ça, c'est un élément de réponse qui me paraît intéressant, c'est que le bonheur, c'est très abstrait, c'est très vague, c'est très général. Et souvent, ça entretient une relation davantage avec les représentations imaginaires qu'avec l'expérience du réel. Quand on traverse une crise, on se prend, c'est ce que disait Laurence, le mur du réel en pleine face. Alors, c'est donc pas de nature à nous rendre heureux. En revanche, il y a là une occasion de joie, au sens où la joie est une émotion qui jaillit parfois dans le contact avec l'adversité. Voilà, peut-être que quand le bonheur n'est plus possible, le bonheur n'est pas vraiment possible quand on vit une crise sanitaire, politique, sociale, économique, et le bonheur n'est pas possible quand il y a des SDF dans la rue et qu'il fait moins 2 degrés. Le bonheur, voilà, le bonheur au sens de l'équilibre serein et global n'est pas possible. Mais en revanche, la joie est possible même quand le bonheur ne l'est plus. Ça, c'est une première remarque. Et même, elle est peut-être d'autant plus salutaire que le bonheur n'est plus possible. Et deuxième remarque sur la volonté sur laquelle tu as introduit cette rencontre, je trouve ça presque risible, en fait, de relier le bonheur à la volonté. D'abord parce qu'il y a des choses qui arrivent et qu'il faut savoir saisir. Et donc, ce n'est pas une question de volonté. L'heureux hasard, mais tout simplement la disponibilité d'ailleurs à des belles rencontres aussi. Et puis, si on fait un peu de psychologie, juste d'observation même, quand on observe les gens qui reprennent la phrase prétendument attribuée à Voltaire, mais qui n'est pas de Voltaire en fait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Quand on voit les gens qui disent ça, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux et on les trouve un peu partout, mais parfois ils sont psy, parfois ils sont coach, parfois ils sont managers. Ils sont plutôt des gens qu'on aurait envie de suivre parce qu'ils sont plutôt du bon côté de la vie. Ils essayent de positiver. Mais si on est attentif, il y a quelque chose d'un peu triste à chaque fois. C'est vraiment, je l'ai décidé, quoi. Je me bats, je vois les choses du bon côté, je vois le verre à moitié plein. Et parfois, on peut avoir un petit peu de distance soudain et se dire, mais arrête de te battre, arrête de pédaler comme un lapin Duracell. La vie est pourrie, la vie est dure, il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais simplement, peut-être, si tu arrives à consentir, à consentir à ça et à dire c'est comme ça, peut-être tu vas trouver là une joie tantôt de sage stoïcien, tantôt de vitaliste bergsonien, parce que le c'est comme ça que je viens d'évoquer n'est pas du tout un c'est comme ça de la résignation, c'est un c'est comme ça de la lucidité. Et souvent, on croit que pour se battre et améliorer les choses et aller vers le bonheur, il faudrait être un lapin Duracell plein de volonté, avec la phrase de Voltaire « J'ai décidé d'être heureux ». Vraiment, c'est grotesque comme phrase. Ou alors, on croit que finalement, on va être récompensé de ses efforts. Et donc, du coup, on pense que ceux qui consentent au réel comme il est ne vont pas se battre pour améliorer les choses. Eh bien, moi, ma thèse, c'est que c'est faux. C'est que ceux qui améliorent les choses sont ceux qui ont la plus grande force de consentement au réel comme il va. Prenons Martin Luther King, il s'est bien battu et il a beaucoup amélioré les choses. Mais au fond, quand bien même tout aurait échoué, il aurait encore aimé la vie et Dieu et les hommes. Ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas de contradiction entre l'effort volontaire pour améliorer les choses et le consentement au réel qu'évoquait Laurence. Et bien voilà, tout ça dresse une critique en fait du volontarisme occidental. Et je crois que à force de trop répéter quand on veut, on peut, je pense qu'on se prépare davantage au malheur qu'au bonheur. Alors, c'est justement une très bonne piste pour la suite de notre discussion parce que entre ce consentement au réel qui peut être parfois pensé comme étant de la résignation et de l'autre côté, cette acceptation joyeuse de ce qui est, du réel qui se présente à nous et dont vous avez dit tous deux que ça pouvait relever d'une certaine forme de sagesse. On se découvre malgré tout, tous les jours et au quotidien, traversé, perclus de désirs contradictoires, d'insatisfaction, de frustration. Est-ce que ça veut dire que
on est nous-mêmes dans cette tyrannie de nos désirs contradictoires, le premier obstacle à notre bonheur, et que c'est d'abord soi-même qu'il faut commencer par éduquer. Le chat passe. Oui, c'est un chat qui ne supporte pas la visio. C'est pareil, moi c'est pareil, c'est drôle. Alors ça l'énerve. Mais ça me soulage qu'il y en ait d'autres. Moi, c'est un chat qui ne supporte pas les écrans. Je suis désolée qu'il n'a pas le droit d'entrée. Il n'a pas payé son droit d'entrée, mais bon, il est là. Avant de te répondre, Thibaut, je trouve intéressant que nous trois, d'une certaine façon, on ait d'emblée accepté quelque chose qui n'est peut-être pas si facile à accepter, à savoir que le bonheur, ce n'est pas seulement l'absence de malheur. Alors qu'il y a des philosophes, et pas les derniers des imbéciles, hein, les épicuriens, même d'une certaine façon Schopenhauer, etc., qui disaient que déjà, le fait de ne pas éprouver de la souffrance, qu'elle soit morale ou physique, c'est déjà ça le bonheur. Et qu'en fait, c'est quand on est dans la souffrance qu'on se dit, en réalité, j'étais déjà heureux du fait même de pas éprouver de souffrance. Donc, on a écarté cette définition. Est-ce qu'on peut l'écarter si vite ? Je nous repose la question. On l'a écarté d'emblée, mais est-ce qu'on le fait si vite ? Ensuite, cette question, tu disais, d'éducation. En fait, d'éducation au bonheur, c'est, comme le disait Charles, c'est accepter deux choses. Et accepter sans se résigner, hein. Charles l'a bien souligné, c'est accepter que le réel est là, massif, indifférent et muet. Et ça, c'est très, très dur. Ça frôle l'expérience de l'absurdité, c'est-à-dire la réalité ne m'a pas attendu, elle me survivra, elle peut exaucer mes désirs, mais elle peut les broyer aussi. Donc, je crois on ne peut pas faire l'économie, encore une fois, de la philosophie qui nous demande d'être à la hauteur de la réalité. À la hauteur que, voilà, ça nous arrive. Alors, petite remarque sur le réel, parce que nous, enfin, tous les trois, on est un peu entre gens du métier, donc je pense qu'on entend le mot réel d'une certaine manière, parce que voilà, la philosophie nous fait entendre ce mot, mais je pense que pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut peut-être essayer de définir un peu le réel. Donc en fait, le réel, alors Lacan disait, c'est ce que je me cogne, par exemple. Dans ce cas-là, c'est un réel inconscient. Mais le réel, au sens plus basique, c'est ce qui est plus fort que les représentations qu'on s'en fait. Exactement. C'est-à-dire, c'est ce qui vient, en fait, balayer l'idée qu'on se faisait du réel. Ou la confirmer. Mais ça veut dire que quand j'ai eu une idée du réel ou de ce qui allait se passer, etc., ça n'a pas réglé son compte. Excuse-moi, hein, Charles. Vas-y. Comme disait Hume, tant qu'on n'a pas goûté l'ananas, on ne sait pas ce que c'est que l'ananas. Ouais. Le réel, c'est un ananas. C'est-à-dire que même si j'ai anticipé, si je le comprends, si je le théorise, si je le formalise, tant que je ne l'ai pas goûté, que je ne me le suis pas pris en pleine face d'une certaine façon. Ouais. Est-ce que tu es d'accord, Charles ? En fait, je ne sais pas. Je suis complètement d'accord, et ça me conduit à une proposition pour tous ceux qui écoutent. C'est que... Vous m'entendez ou pas ? Parce que je n'entends plus rien, moi. C'est que... ça y est, ça revient. C'est qu'en fait, que ce soit le bonheur ou la joie, d'ailleurs, je pense qu'il y a deux façons de le penser. Soit on part de l'idéal et on veut l'atteindre, soit on part du réel et on veut l'améliorer. Ça pourrait se ressembler, mais en fait, ce n'est pas du tout pareil. Je pense que le secret d'une vie humaine, joyeuse, peut-être heureuse, c'est plutôt de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le réel qui est bon à prendre ? Et est-ce que ça me suffit ? Est-ce que je ne peux pas ajouter quelque chose au réel, mais en partant du réel ? Et la tristesse, elle vient souvent du fait qu'on va dévaloriser le réel qu'on a là, le réel que tu viens d'évoquer, Laurence, et on va le dévaloriser à la lumière de l'idéal. Et l'idéal, évidemment, il est toujours meilleur que le réel, par définition. Et c'est très présent, par exemple, dans la vie de couple. C'est un exemple très simple. Dans la vie de couple, on a souvent plein de choses dans le réel qui sont bonnes à prendre, qui sont des bons ingrédients pour du plaisir, pour de l'amour, pour du bonheur, quoi. Mais si on dévalorise ce réel au nom de l'idéal du couple, de l'intensité qui jamais ne descend, l'idéal
de l'honnêteté, de la confiance, du partage, alors on va évidemment rater le bonheur présent, mais on l'a cherché en fait, on a cherché à le rater. On n'est pas capable finalement de prendre acte du réel. Clément Rosset, dans La force majeure, écrit que la joie a toujours maille à partir avec le réel. Mais j'insiste, ça peut être un réel déplaisant. Et on l'a tous déjà vécu. Quand on a un réel déplaisant, par exemple, on vient de se décevoir soi-même, eh bien, à partir de ce réel déplaisant, à très peu de choses près, on est dans le ressentiment ou dans la joie. Oui. Ça se joue à rien, en fait. C'est pas deux philosophies de vie très différentes. Soit on est dans le ressentiment en disant, voilà, j'aurais pu, je suis passé à côté, je répète l'échec, oh mince, j'ai raté. Soit on se dit la même chose, mais en se disant, au fond, j'en prends acte et sur cette base, je vais bâtir quelque chose, je vais faire quelque chose de cette expérience du réel. Et après, pour te montrer, Laurence, à quel point j'entends ce que tu as dit, c'est que moi, mes 3 derniers livres ne parlent que de l'expérience du réel. D'abord, il y avait les vertus de l'échec, où j'ai montré que dans l'échec, on rencontrait le réel. D'accord, figure-toi que je l'ai décrypté. Plus que dans le succès. Ce n'est pas un hasard si j'ai commencé par le réel. J'ai vu faire. Ben oui, mais merci. Dans le livre sur la confiance, j'ai expliqué que ce n'est pas la confiance en soi au sens de l'ego, parce que l'ego, c'est vague et c'est un leurre, mais c'est la confiance en un réel sur lequel on va s'appuyer, au fond. Et enfin, la rencontre, dernier livre que tu as évoqué gentiment, et ben, c'est la rencontre du réel, justement, et d'un réel qui vient souvent effacer toutes les représentations qu'on se fait. Alors, je vois que dans ceux qui nous écoutent, il y a des gens de tous les âges, mais certains sont là un peu jeunes. Alors, je voudrais dire à ces jeunes, même si c'est des anciens élèves, que souvent, le défaut de la jeunesse, c'est justement d'avoir trop de représentations, au fond. Et avec l'âge, avec donc une forme de sagesse, on s'aperçoit que le réel est parfois plus beau, plus profond, plus pénétrant, plus mystérieux. Et je pense que ça, c'est intéressant dans une réflexion sur le bonheur et sur la joie, de se dire, voilà, il y a une complexité du réel, une épaisseur du réel, une résistance du réel. Et souvent, ça vaut bien plus que les représentations qu'on se fait. Alors évidemment, Thibaut, par exemple, qui travaille sur les séries, peut-être pourrait se dire, oui, mais c'est bizarre, parce que la fiction, quand même. Mais oui, mais la fiction ne s'oppose pas au réel. En fait, la fiction vient nourrir l'expérience du réel. Et il me semble d'ailleurs que dans le travail que Thibaut a commencé à évoquer sur les séries et le sens moral, c'est sûrement ça l'enjeu. C'est qu'on passe par des fictions ou de la fictionnalisation, mais pour arriver à un sens moral. Excusez-moi, on sonne à l'interphone, je crois que c'est un enfant, mais j'arrive tout de suite. La puissance du réel, c'est la puissance du réel qui surgit dans cette conversation. Oui, mais alors je vais reprendre le fil de ce que disait Charles, et c'était une question que tu posais aussi, Thibaut. On a employé 2 mots, je crois, le mot se battre, je crois que tu en as parlé, cette idée que le bonheur, ça serait du volontarisme et que je dois tout faire pour, il y a une forme de discipline, avec l'idée même qu'il faut se battre dans la vie pour être heureux. Et moi, je relierais ça à la place que l'on fait ou pas au négatif dans nos vies. J'ai déjà entendu, je ne sais combien de fois, cette expression qui me met hors de moi, qui est le travail du deuil. Oui. Dans la vie, il faudrait, pour être heureux, en passer par toutes sortes de travaux et que le bonheur serait finalement le résultat d'un travail. Donc, ça serait ma propriété, mon bien, parce que j'aurais travaillé pour ça. Et que le plus grand travail serait à faire contre tout ce que nos vies peuvent avoir de négatif. Alors, le chagrin, la peine, la souffrance, la frustration, le ressentiment, parce qu'on a le droit d'en avoir. Oui, la perte, les ruptures, tout ce négatif de nos vies. Et donc, j'ai l'impression qu'on a essayé de bâtir à la force des mains, à la force de la volonté, comme tu le disais, Thibaut, un bonheur qui serait un travail, un faire. Et d'une certaine façon, on serait à la tête de notre petite entreprise. On aurait une petite entreprise de bonheur. Ma petite entreprise, ça serait ma vie. Et je serais là pour être heureux. Alors, face à ça, qui me semble un danger, moi, j'ose prétendre un droit à ne pas être heureux.
vraiment à ne pas être heureux, c'est-à-dire à râler, à me plaindre, à subir l'injustice, à la dénoncer, à devoir être moral malgré tout, même si ça me pèse, ça me prend du temps. Enfin, tout ce qui finalement se constitue des détours dans ma vie qui ne sont pas la droite ligne du bonheur. Donc le droit à pas être heureux et le droit à ne pas me battre. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire il faut être malheureux, il faut être triste, il faut cultiver le malheur. Évidemment, je ne suis pas en train de dire ça, ce qui serait une autre quête du bonheur un peu masochiste. Hein. Mais je suis en train d'essayer de dire que on ne positive pas tout dans la vie. Le bonheur, ce n'est pas une entreprise de peinture, enfin, on ne ripolline pas ce qu'il peut y avoir dans nos vies qui s'oppose au bonheur. Et que, par exemple, on ne fait pas de travail du deuil. On vit avec le deuil. Et je pense qu'une forme de bonheur serait d'accepter que je ne positive pas ce négatif, mais que je vis avec. Alors ça semble très... on parlait de jeunes dans l'assistance. Pour les jeunes, ça va sembler vraiment une expression de vieux, etc. Comme quand on nous souhaite la santé seulement au Nouvel An, alors qu'on souhaite tellement plus de paillettes que la santé. Mais je crois quand même que si on imagine le bonheur comme cette entreprise qui consiste à positiver ce que nos vies peuvent avoir de négatif, je pense qu'on va droit vers une forme de culpabilité extrême à ne pas être heureux. Et d'une certaine façon, il y a eu cet empire du bonheur depuis quelques années, fait que ça a généré, à mon sens, une culpabilité comme on n'en a pas connue, qui serait la culpabilité de ne pas positiver, de ne pas avancer, de ne pas se battre, de ne pas lutter, de ne pas faire pour que ça aille mieux, de ne pas décider d'être heureux. Alors, à l'inverse, moi, je revendique que non, ça ne va pas. Il y a un droit à la tristesse, il y a un droit à ne pas fonctionner, il y a un droit à râler, il y a un droit à ne pas accepter. Vous voyez, je pense que le bonheur, ce n'est pas forcément dire oui. Il y a une façon de dire non qui peut ne pas être contradictoire avec la recherche du bonheur. Oui, d'ailleurs, cette injonction au bonheur, c'est notamment ce que la sociologue Eva Illouz, dans son livre Apicratie en 2018, avait dénoncé, en montrant comment est-ce que c'était une manière effectivement aussi d'étendre une sorte de domination et de système de répression aussi, à travers un vocabulaire de la libération de soi et du développement de soi. Finalement, c'était une façon de parce que ça veut dire qu'on doit fonctionner. Ben oui, Thibaut, ça veut dire qu'on doit fonctionner, malgré tout. Et donc, le bonheur, on peut le soupçonner d'être un terme joli pour dire quelque chose qu'il est moins, à savoir continue, avance, travaille, d'une certaine façon. Mais juste une question, Laurence, si je peux te poser une question. Quand tu dis faire face au négatif sans vouloir le positiver, est-ce que tu veux dire juste faire face? Ou alors, tu voudrais dire au sens hegelien, le dialectiser, c'est-à-dire en faire quelque chose dans une aventure qui est quand même une aventure du positif. Ce n'est pas exactement pareil. Je pense que les deux sont intéressants. On peut faire face en disant, voilà, il y a ça, et c'est comme ça. Mais on peut aussi, moi, j'ai des restes de hegelien, puisque j'ai beaucoup étudié Hegel, et ça m'a marqué, puisque j'ai commencé en plus la philosophie par ça. Quand même, c'est assez intéressant l'idée de la dialectique. C'est-à-dire, le négatif, il n'y a pas de négatif absolu, quoi. Ouais, le négatif est toujours un peu dialectisable. Alors attention, je crois qu'il y a quelques exceptions. Je pense que voilà, si on a de la famille morte à Auschwitz, c'est peut-être un négatif absolu, non dialectisable. Mais ces quelques exceptions posées, il me semble qu'il n'y a pas de négatif absolu et que peut-être le négatif, ça ne veut pas dire qu'on le positive, mais on le dialectise, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose dans l'aventure de son devenir. Et peut-être on se rend compte alors qu'on a eu besoin de cette expérience du négatif pour goûter quelque chose de fort, de beau. Et c'est ce que je disais au tout début en disant que peut-être on a une ressource de joie qui ne peut s'éprouver que dans l'adversité. Donc avec un regard hegelien, ça voudrait dire qu'on a besoin, c'est comme si le terme adversité avait besoin de rencontrer le terme joie de vivre pour que la joie de vivre montre de quoi elle est capable. Mais peut-être qu'elle ne peut pas montrer de quoi elle est capable sans cette expérience de ce qui la menace, au fond. Et on retrouve alors la thèse de Clément Rosset, qui, lui, se défendrait complètement d'être hegelien, évidemment, mais qui dit quand même la même chose quand il dit la vraie joie et la joie contrariée.
la vraie joie et la joie menacée, c'est bien quand même que la vraie joie se révèle contre ceux qui la menacent, ce qui n'est pas loin d'être hegelien au sens de la dialectique. En tout cas, là où où je te rejoindrai, c'est que je pense que le négatif ne veut pas dire perte ou gâchis. Je pense qu'il peut y avoir du négatif qui n'est pas gâché, qui n'est pas perdu. C'est-à-dire que même en fait, un négatif qui me permet quand même de dire, même là, j'étais. Oui. Même là, j'étais. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, moi, je suis cartésienne. Hein, c'est-à-dire que même dans, vous savez, c'est ce grand moment chez Descartes, en tout cas, moi, ça m'a bouleversé à vie, dans le discours de la méthode où il dit, c'est très rare, hein, les métaphores chez Descartes, il n'aime pas trop ça, et il dit, la vie, en gros, c'est comme être perdu en forêt. C'est quand même extraordinaire parce qu'on ne se le représente pas comme ça, Descartes. Hein. C'est beckettien quasiment. Hein. La vie, c'est être égaré au milieu de la forêt et cette forêt n'est pas balisée, bien sûr. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'effectivement, le réel peut nous perdre. Hein. C'est cette dure réalité de la réalité. La réalité, c'est quoi? On essayait de le définir avec Charles. La réalité, elle est tautologique. C'est le réel, c'est le réel, quoi. C'est ça. C'est la du droit du réel. Il est ce qu'il est. Eh bien, même face à ça, j'ai quand même le pouvoir de dire, même égaré au milieu de la forêt, là aussi, je suis. Et c'est ça que montre Descartes. En fait, il faut se réapproprier ce qui me semble être subi et donc peut-être amener en moi une forme de désespoir ou de tristesse. Il faut que je puisse dire, là aussi je suis. D'une certaine façon, ce fameux cogito de Descartes, hein, avec lequel on n'en a pas fini, il ne se dit pas uniquement dans le domaine de la pensée, il se dit aussi dans la vie. Là aussi, je plante mon drapeau sur ces terres-là, de la tristesse, de la souffrance, du passé qui ne passe pas ou de ma frustration. Bah, là aussi, c'est moi. Il faut que je puisse dire, c'est moi. Donc, je te rejoindrai, Charles, en disant, il n'y a pas de négatif qui soit de la perte. Là aussi, j'étais. Oui, mais dis-moi, Laurence, tu penses que Descartes va jusque-là? Ah ouais. Ah ouais, je pense que... Écoute, je pense que... Mais où? Parce que, par exemple, quand on le lit, on ne voit pas beaucoup ça. Le bonheur chez Descartes, parce qu'il n'emploie pas le terme, il emploie le terme de contentement. Ouais, le contentement, c'est quoi? Et je pense que ça va rejoindre quand même ce que tu disais. Le contentement, c'est l'absence de regret et de remords. C'est-à-dire ne pas vivre à côté de sa vie. Ne pas dire ce que j'ai fait, je ne le voulais pas, ou ce que j'ai pas fait, je le voulais. Et ça, Descartes lui donne un nom. Alors, c'est le contentement, et il lui donne un talent d'une certaine façon, il appelle ça la générosité. Alors, ce n'est pas du tout le sens que ça a de nos jours, parce que la générosité pour Descartes, ce n'est pas envers les autres, c'est envers soi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai donné la plus grande amplitude à ce que je peux? Est-ce que je me suis mise à l'abri de dire oh, mince, j'aurais dû, ou non, j'aurais pas dû? Tous ces regrets, ces remords qui font effectivement, qui font le malheur, qui font que ma vie ne me ressemble pas, je ne veux pas de cette vie, je ne me reconnais pas dans ma vie, ou je vis à côté de ma vie. Et je crois que si on avait demandé à Descartes c'est quoi le bonheur, il aurait dit c'est ce contentement qui fait que je ne regrette pas. Oui, d'accord. Pas de remords. J'ai fait ce que j'ai fait et je veux ce que j'ai fait. Voilà, le bonheur pour Descartes, c'est vouloir ce qu'on fait. Oui, mais alors justement, c'est pour ça que j'ai réagi, parce qu'on a quand même commencé l'échange sur une critique du volontarisme. Ouais. Or, pour Descartes, la clé, c'est quand même la volonté. Ouais. D'ailleurs, l'exemple que tu as pris dans la forêt, c'est un exemple génial pour... D'ailleurs, je vais vous poser la devinette à vous toutes et tous qui écoutez. Comment on fait quand on est perdu dans la forêt? Comment on fait pour en sortir? Comment on fait? Voilà, et la nuit tombe, on est tout seul, on n'a aucun repère. Ah oui, et on est tout seul, tu as raison. On est tout seul. Comment on fait? On est tout seul. Alors, je vous laisse réfléchir un peu. Alors, vous imaginez que c'est Descartes qui a posé la question, donc peut-être qu'on imagine qu'on réfléchit, qu'on regarde les étoiles, la mousse des arbres, qu'on cherche des indices. Qu'on prouve l'existence de Dieu, non? Eh bien non. Descartes de répondre, on choisit une direction, n'importe laquelle, et on s'y tient. Même la mauvaise. Voilà, il n'y en a pas de mauvaise. Puisque dès qu'on s'y tient, elle finira par être bonne à force de volonté. Et Descartes de conclure... Alors, quand tu dis à force, ça fait volontarisme. Alors que chez Descartes, il y a un vrai plaisir à...
Tu vois, quand tu dis à force, il y a un côté, c'est ce que nous disait Thibaut, ce volontarisme, je décide. Chez Descartes, c'est plus aristocratique que ça, d'une Alors, certaine je suis d'accord. Alors, Laurence, façon. tu marques un C'est sans point. vouloir que je veux. Non, mais en fait, la vérité de ce que tu dis, c'est parce que la volonté est divine, en fait. Comme pour Descartes, la volonté est ce que nous avons en nous de divin, Ouais. à la différence de l'entendement qui est limité ou de l'imagination et de la sensibilité. Mm. Du coup, il n'y a pas vraiment cet effort. Il n'est Exactement. pas qu'un effort puisqu'il est la marque du divin. Donc, en fait, il est un peu facile en quelque sorte. Bah, c'est Mais, presque nietzschéen avant l'heure, c'est-à-dire il y a une forme d'aisance, de côté artiste à vouloir chez Descartes. On ne le fait pas avec ouais, le penteur. On est ce mais qu'on est et on fait confiance à ce qu'on est et on veut ce qu'on fait. voilà. Mais ce qui est intéressant pour que tout le monde comprenne bien, c'est que on n'a pas besoin de réfléchir en fait. N'importe quelle direction sera la bonne, pour peu qu'on s'y tiendra, et qu'on aura cette confiance en son choix, enfin qui est en fait une décision. Et ça, pour le coup, je me demande si c'est quand même pas, je me contredis un tout petit peu par rapport au début, mais c'est pas grave, un secret du bonheur. C'est-à-dire, si tu lâches tout de suite, tu n'auras même pas le temps de t'apercevoir que peut-être c'était intéressant. Et c'est vrai que dans une société de l'éparpillement, quoi, de la notification, comme aujourd'hui, on a perdu quand même ce sens du temps long, de la durée. Exactement. Mais moi-même, je suis tenté de le dévaloriser comme insistance volontariste. Mais comme tu le dis joliment, Laurence, on pourrait voir ça autrement, comme une forme de grâce, en fait, un peu nickel. Complètement. Alors, tu as dit le mot. Et je trouve que ça correspond à ce XVIIe siècle, hein, qui n'est pas du tout volontariste, qui pense justement que, oui, qu'il faut une forme de désinvolture. Oui, c'est très aristocratique. Alors, il y a un terme italien qui le disait au XVIIe siècle et ça Ouais. les a beaucoup marqués au temps de Descartes, c'est la sprezzatura. C'est, alors, sans l'accent italien, c'est sprezzatura. C'est cette idée qu'il faut conserver au bonheur ce que tu disais, Thibaut, au tout début. Le côté, c'est une grâce, c'est un surcroît, c'est un supplément, c'est durable. C'est-à-dire que c'est pas parce que je l'ai voulu que je l'aurai. Mais c'est à la bonne heure, en fait, à la bonne heure. Donc, c'est sans essayer de... Enfin, à mon sens, pour faire un anachronisme, c'est tout le contraire de ce que j'appelle l'idéologie d'Instagram. C'est-à-dire le beau pour le beau, l'heureux pour l'heureux. Il faut mettre en scène un bonheur de papier glacé, un bonheur de magazine, ou la pub Ricoré, si vous voulez, où tout le monde est heureux. Il faut le mettre en scène, il faut le décorer. Voilà, et c'est un bonheur de décoration. Cette idée que chez Descartes, on est heureux par une sorte de grâce à la bonne heure, et pas par volontarisme, mais par élégance. Voilà, par élégance. Si on devait traduire la sprezzatura, qui a beaucoup marqué le XVIe, XVIIe siècle, c'est une élégance. C'est-à-dire qu'on est heureux, non pas à la force du poignet, comme je le disais, en bataillant, en se battant, en luttant, en voulant être heureux, mais on l'est, oui, tu l'as dit, Charles, avec une grâce, avec une élégance qui fait que advienne que pourra, à la grâce de Dieu, d'une certaine façon. C'est que le réel aura quand même le dernier mot, mais j'aurais fait avec élégance tout ce que je pouvais faire. Voilà. J'aurais tout fait ce qu'il fallait avec élégance, sans pesanteur, sans mise en scène, sans décor, avec, oui, une nonchalance, une désinvolture. Oui, ouais, c'est intéressant. Et c'est vraiment une jolie sagesse. On a souvent besoin de s'en rappeler. Et c'est marrant, j'avais cette discussion avec mon éditeur, qui est mon meilleur ami aussi, il n'y a pas longtemps. Parce que moi, j'ai sorti un livre, puis au moment où toutes les librairies allaient fermer, mais finalement, elles n'ont pas fermé d'ailleurs. Mais bon, c'était le jour où on pensait qu'elles allaient fermer. Et moi, j'étais un peu énervé. Tu vois, je me dis, bon, c'est dommage, en fait, de sortir un livre qu'on ne peut pas l'acheter. Et puis, il me dit, mais attends, c'est toi-même qui n'arrête pas de dire de livre en livre qu'il faut être stoïcien, il faut faire tout ce qui est en ton possible. Et après, quand tu as tout fait, tu te réjouis de ce qui arrive de toute façon. Donc voilà, c'est une sagesse de vie très intéressante. Mais peut-être qu'on peut quand même ajouter sur le rapport vouloir et non vouloir, vouloir et disponibilité, c'est que tout simplement, parfois, ce qui se passe, c'est qu'il faut avoir voulu pour que la volonté se relâchant produise son effet. Mais la volonté relâchée tout de suite produit rien. Donc, le lâcher-prise ou la disponibilité, c'est très intéressant dans un second temps.
Bah, avant, il faut déjà être Descartes, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait les efforts pour Oui, vouloir. et je veux dire, mais Avec toi. même sans être Descartes. En gros, on met la pression, on y va, quoi. Je suis On d'accord. veut, mais après, au lieu de s'entêter, quoi, on est capable de se rendre disponible à autre chose, en gros, de cesser de vouloir. Mm. Et c'est souvent là que le résultat apparaît. Et donc, la volonté n'est peut-être jamais autant la volonté que lorsqu'elle cesse de vouloir, en fait. Mais qu'elle ne cesse pas d'agir. Je crois que ce qu'on est en train de dire, tu me diras si je me trompe, Charles, c'est que l'action apporte avec elle sa propre joie. Ah oui, bien sûr. Et ouais, agir, enfin, je pense à Hannah Arendt, par exemple, qui associe agir et le miracle du commencement, c'est-à-dire la capacité à commencer quelque chose. C'est ça, je crois, ce que tu dis, qu'il faut avoir voulu pour pouvoir être dans l'élégance de la nonchalance du lâcher-prise. Je pense qu'il faut, le pire malheur, c'est de ne plus pouvoir agir et de ne pas agir. Ouais, et, On est en train de dire qu'il y a une vraie joie de commencer, enfin d'agir. ouais. Alors, cette action, d'ailleurs, pour bien la mesurer et puis en profiter, il faut aussi arrêter de la réduire simplement à la conséquence d'une réflexion qui aurait eu lieu avant. Il y a une vérité dans l'action. C'est pour ça qu'on en arrive, je crois, à un des secrets du bonheur, hein, qui est l'improvisation. Alors, l'improvisation, c'est la vraie vie. Et l'improvisation, on la comprend mal souvent. On a l'impression que l'improvisation, c'est de l'amateurisme. Alors qu'en fait, tout ce qu'on a évoqué, la décision, c'est des moments où en fait on improvise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, mais on le tente. On ne sait pas trop, mais on y va. C'est aussi ça, d'ailleurs, le secret de la confiance que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'oser y aller sans savoir, quoi. Et c'est vrai que notre époque, à force d'obsession de la prévision, Oui. ne nous souffle même pas que nous pourrions improviser. D'ailleurs, on le voit bien en tant que prof, et ça se voit. C'est-à-dire quand on dit aux élèves, mais attendez, je vous donne des billes, puis après, allez-y, improvisez un peu, Exactement. la plupart sont paniqués. Alors qu'en fait, tout le monde improvise. Je veux dire, on improvise tout le temps. Dès qu'on fait quelque chose de nouveau, dès qu'on fait quelque chose qu'on sait déjà faire, mais qu'on fait un peu différemment, a fortiori d'ailleurs le jour de la mort, hein, puisque je pense que ce sera la première fois. Et d'ailleurs, c'est très probablement comme ça qu'il faut entendre la phrase philosopher, c'est apprendre à mourir. Oui, c'est apprendre à improviser. Ben oui, parce que c'est pas un apprentissage avec une méthode et avec des professeurs qui sont revenus. Donc, ça veut bien dire que c'est apprendre ce qui ne s'apprend pas et c'est apprendre une forme d'impréparation, parce que la mort nous cueillera non préparés. Et ça, à mon avis, puisqu'on est quand même dans une conférence sur le bonheur, je pense que c'est vraiment un axe qui peut aider les gens. Et d'une certaine façon, moi, je vais plus loin encore. Je pense que cette improvisation, c'est pas seulement dans le domaine de l'action et de la recherche du bonheur et de la vie, mais aussi dans le domaine de la pensée. On n'associe pas, alors ça paraît curieux hein, que des philosophes puissent dire, alors que la philosophie, c'est un art rigoureux, mais dire que l'improvisation, c'est véritablement penser. Pourquoi je dis ça? C'est parce que très souvent, on pense avec d'autres. Mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on pense que d'autres ont pensé. On répète, on a tout de suite une réponse parce qu'on a horreur du vide, alors que l'improvisation, c'est jouer avec le vide. Hein. C'est je ne sais pas, mais je suis en train de savoir dans l'instant, dans le moment. Et donc, je pense que la philosophie, c'est vraiment une école de l'improvisation, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai à moi. Donc en affrontant la possibilité que je ne sais pas quoi répondre, que j'ai rien à dire. Très souvent, je dis à mes étudiants, pas de réponse, c'est bien aussi. Hein. Et je pense que dans le domaine de la liberté de penser, puisqu'on utilise beaucoup cette expression, c'est d'abord le courage d'improviser. C'est-à-dire une pensée à soi. Est-ce que j'ai vraiment une pensée à moi? Ou est-ce que je suis en train de redire ce qu'on a dit, de répéter? Et je pense que d'une certaine façon, toute cette pandémie de fake news, aussi absurdes les unes que les autres, c'est parce qu'on ne sait pas improviser. Donc, on préfère imaginer un complot, le répéter, etc., dire des choses que d'autres ont dites, plutôt que oui, faire ce saut sans filet qu'est l'improvisation. Donc, je suis tellement d'accord avec toi Oui. que je dirais que dans le domaine de la pensée,
dans la philosophie même, c'est apprendre à s'approcher le plus possible de l'improvisation. Exactement. J'ai l'impression qu'on a là vraiment quelque chose qui peut nous porter vers la vraie vie, quoi. Et je pense que ça rejoint ce que tu disais par joie, parce que ça peut être curieux pour ceux qui nous écoutent de se dire qu'on a commencé tous les trois avec Thibaut à dire le réel est là, il est implacable, la vie est dure. Tu as même dit ça, Charles, et je souscris. La vie est dure, le réel est insupportable d'une certaine façon. Je ne suis pas sûre qu'on soit des gens qu'on puisse consoler facilement. Moi, je plaide plutôt pour le fait qu'on est inconsolable. Mais n'empêche, à l'ombre de ce réel redoutable, on peut éprouver une forme de joie, et je crois qu'on a cessé de tricoter un peu ce qu'on entendait par là, même si moi je suis peut-être moins adepte de la joie que toi, mais cette idée que c'est à la fois de la nonchalance, de la désinvolture, une liberté, une élégance, une absence un effort qui n'est pas appuyé, une improvisation. Je pense que là, on s'approche de plus en plus de ce que tu as appelé le secret du bonheur, mais qui serait effectivement comment on jongle avec ce qui peut être très pesant dans la vie. Et si vous le voulez bien, peut-être aussi, on a beaucoup parlé donc, de la relation bonheur-volonté, du rapport au réel, etc. Mais pour revenir sur ce dernier point, Laurence, comment on jongle avec la vie, mais aussi on n'est pas tout seul. Et beaucoup parmi nous aussi évaluons notre position heureux, malheureux par rapport aux relations qu'on entretient. Alors à double titre, hein. D'abord parce que très souvent, ce qui nous rend heureux, ce sont les autres, mais ce qui nous rend malheureux aussi, ce sont les autres, hein, les ruptures, les trahisons. Je pense à cette formule de l'écrivain Philippe Delerme que j'aime bien, qui dit « être heureux, c'est avoir quelqu'un à perdre ». C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte. Et puis qui ouvre aussi la question de savoir si on peut être heureux quand les autres ne le sont pas. Ce qui ouvre aussi à une question peut-être un peu plus morale. Ah ben voilà, j'allais te le dire, tu es rattrapé par la morale. Voilà, jusqu'à même la question politique du bonheur, puisqu'il y a un droit dans la Constitution américaine, par exemple, à rechercher le bonheur, et donc toute une réflexion sur les conditions matérielles, juridiques, politiques de ce bonheur. Alors, je sais que ça fait beaucoup de questions et qu'on s'achemine plutôt vers la fin de notre discussion, mais peut-être en quelques mots de repenser notre rapport au bonheur dans le rapport aux autres. Je ne sais pas, l'un et l'autre, comment est-ce que vous je sais, hein, c'est difficile en quelques minutes, mais l'un et l'autre, comment est-ce que vous intégreriez cette question de la relation à autrui, de la relation aux autres? Alors, par rapport à quelque chose que tu as dit, c'est-à-dire une dimension même politique du fait qu'il y aurait une charge, enfin, le politique devrait prendre en charge le bonheur. Alors, je réponds peut-être à l'emporte-pièce, mais ça me terrifie. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas terrifiée pendant cette pandémie par ce qu'on appelle des lois qui seraient liberticides. Je suis terrifiée par le fait qu'on demande à l'État de prendre en plus de ma santé en charge mon bonheur. Pour moi, ce que Foucault a pu appeler le biopouvoir, auquel je ne souscris pas, mais je trouve que vouloir que la société, que le politique, que les hommes politiques prennent en charge mon bonheur me terrifie. J'ai l'impression que c'est un bonheur, pour le coup une tyrannie qui ressemble à surveiller et punir. Si tu n'es pas heureuse, on va te surveiller et on va te punir. Donc, la prise en charge politique du bonheur me terrifie. En revanche, la prise en charge politique de l'injustice et de la justice, qui fait que la morale rattrape le politique, oui, je pense que c'est une tâche. Donc, je te réponds rapidement pour laisser pardon, mais on va prendre les questions aussi des uns et des autres. Mais la politique qui prend en charge le bonheur, c'est vraiment, pour moi, ça me terrifie. Charles, sur la manière peut-être d'envisager cette question du bonheur dans l'ensemble de nos relations qui sont à la fois factrices de beaucoup de joie et en même temps qui sont aussi ces lignes un peu fragiles qui peuvent se casser et qui nous plongent parfois dans des abîmes de tristesse. Oui, bah je pense qu'il y a, si tu veux, quelque chose qui se joue hors de nous. Notre bonheur se joue hors de nous. Et donc, c'est pour ça que les rencontres sont décisives, mais ça peut être des mauvaises rencontres toxiques ou des bonnes rencontres. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre le risque, comme le disait bien René Char, hein, de s'établir à l'extérieur de soi pour espérer se trouver. Donc, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Laurence sur la méfiance
à l'égard du politique. Je parlais plutôt de quelque chose qui est infra-politique, qui est juste cette espèce de monde commun dans lequel on va s'aventurer en quête de soi. Mais c'est sûr que c'est assez angoissant de se dire que mon bonheur, finalement, dépend de ce que je vais trouver hors de moi. Et d'ailleurs, c'est une question que tu posais au début, est-ce que le bonheur est en nous? Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Ben non, en fait, pas seulement. C'est aussi lié à la manière dont je vais savoir provoquer le hasard, partir à sa rencontre, en me risquant comme ça dans le dehors du monde. Évidemment, tout à fait d'accord avec Laurence, il ne faut pas que ce soit l'État qui guide mes pas, ni qui me dise où aller, ni comment y aller. Et c'est aussi pour ça qu'on vit une période difficile, parce qu'on est entravé dans ce mouvement, dans cette découverte du monde. Mais je crois qu'il n'y a pas de bonheur non seulement sans relation, mais il y a même plus que d'une relation. Il y a rencontre, c'est-à-dire expérience d'une différence qui va me ramener à moi-même et qui va m'agrandir en fait et me changer finalement. Je crois que le bonheur, c'est pas d'être soi, c'est plutôt de se découvrir autre au contact d'un autre et d'aimer cet autre. Alors, il y a ça, Charles, mais écoute, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas dans l'air du temps. C'est que je crois qu'il nous est donné l'occasion douloureuse, douloureuse, mais unique, d'apprendre à être seul aussi. C'est-à-dire que, évidemment que les relations nous manquent, et même les relations futiles, éphémères dans les terrasses de café, évidemment. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis qu'on doit aussi faire l'apprentissage, l'épreuve de la solitude. Et apprendre à être seul, je crois que c'est ce qui aussi nous constitue. Et qu'apprendre à être seul, c'est à être seul avec soi-même, à être seul avec tout ce qui nous vide et nous effraie, tout ce qui nous attire et qu'on n'a pas, nos ressentiments comme nos joies, puisqu'on en parlait. Mais je pense que quand même, il serait temps peut-être qu'on apprenne à être seul. Parce que je crois qu'on peut être heureux aussi si on sait être seul avec les autres. C'est-à-dire si on fait dépendre totalement son bonheur des autres, il est en des mains un peu dangereuses parce que l'autre peut faire mon bonheur et faire mon malheur, on l'a dit. Je crois qu'il faut qu'au contraire, on domestique cette peur de la solitude, cette peur d'être seul et qu'on apprenne à être seul avec soi et avec les autres. Alors, merci Laurence, merci Charles. On va prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat et vous pouvez en poser d'autres. J'en profite pour dire que pour tous ceux qui veulent prolonger cette conversation avec Laurence et Charles, vous pouvez lire Guérir la vie par la philosophie aux éditions PUF que Laurence de Villers a donc fait publier. Et puis Charles l'a évoqué, son dernier livre, La rencontre, une philosophie aux éditions Alary, avec notamment si cette invitation de René Char à prendre le risque d'aller à l'extérieur, aller se retrouver à l'extérieur de soi vous tente, vous y trouverez dans le livre plein d'autres éléments. Alors il y a plusieurs questions qui sont apparues. La première qui a été posée par Cécile Jousselin, qui pose la question de la permanence du bonheur, de la possibilité que le bonheur soit permanent et qu'il n'intègre pas, qu'ils ne doivent pas intégrer une sorte d'alternance de cycle, de retour, de malheur ou de tristesse. Ce qui ouvre cette question de la possibilité d'un bonheur durable. C'est une question un peu qui a connu des traitements un peu classiques dans l'histoire de la philosophie sur la question de la durée, de la permanence du bonheur. Quelle est votre réflexion là-dessus? Est-ce que c'est ce qui distingue, par exemple, on dit parfois souvent que ce qui distingue le bonheur du plaisir, c'est justement la question de la durée. Et en fait, c'est la question du rapport au temps. Comment est-ce qu'on s'en sort de ça, Charles? Moi, je pense qu'il n'y a pas de permanence possible du tout. Il y a de l'impermanence et on peut avoir un chemin, on peut avoir des moments de bonheur, on peut avoir des moments de joie. Mais cette idée du bonheur comme équilibre durable, je pense qu'il faut l'oublier. C'est pas ça une vraie vie. Une vraie vie, c'est une vie d'intensité. C'est ce dont parlait très bien Nietzsche. Il faut qu'il y ait des moments comme ça, moins intenses, pour que d'autres soient intenses par contraste. En revanche,
je rejoins beaucoup Laurent sur l'idée d'une acceptation d'une période particulière pour apprendre à être avec soi-même, à être avec sa solitude. Comme les bluesman qui disaient « je ne suis pas seul, je suis avec ma solitude ». Voilà. Oui. Là, c'est un peu ça. Et plus on est capable de ça, plus on est capable de rencontres, en fait, plus tard. Oui. Donc, on peut quand même maintenant, alors qu'on est entravé dans nos rencontres effectives, peut-être se préparer par cette culture de la vie intérieure, par cette fréquentation de sa solitude et par cette ouverture aussi à d'autres univers, d'autres cultures, d'autres musiques, d'autres films. Et je pense que la solitude, elle permet de faire la différence entre des paroles et des bavardages. C'est-à-dire que quand on a fait l'apprentissage et l'épreuve même, hein, Cécile Jousselin le dit, c'est la confrontation avec le réel, bah, mon réel, qu'est-ce que c'est que la solitude? C'est la confrontation avec mon réel. Je pense que ça permet d'avoir quelque chose à dire quand on rencontre l'autre. Quelque chose à dire. Exactement. Contrairement au bavardage qui est en fait meubler le vide, redire des choses qu'on a déjà dites, ne pas faire attention à qui on les dit. Le bavardage, c'est ça, hein, c'est ne pas prendre en compte mon interlocuteur. Ouais. C'est quelque chose, c'est l'info en continu qui s'adresse à personne et à tout le monde. Je pense que si on va au cœur de sa solitude, on aura quelque chose à dire. Et puis, la durée ou pas du bonheur, moi je crois que la vie, c'est l'expérience du discontinu. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne cesse de mourir et de renaître. Vous savez, il y a une, je crois que c'est dans Skyfall, où on demande à James Bond, c'est quoi votre hobby, votre passion? Et il dit, c'est la résurrection. Et je crois qu'on ne cesse de mourir et de ressusciter. Notre vie est faite de vendredi saint et de dimanche de Pâques, et que le bonheur épouse ce mouvement du discontinu. On ne cesse de discontinuer. Mais c'est aussi, pour reprendre ce qu'on disait, c'est aussi notre élégance de renaître de nos cendres, mais d'être passé par les cendres. Oui, j'aime beaucoup. Pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, vas-y, Charles. Non, juste, j'aime beaucoup cette idée de discontinuité, et je pense que c'est la vérité de la vie, ouais. Oui, ce qui est une manière aussi de toute façon de prendre en charge la contingence. Mais oui, parce qu'il mais oui, parce qu'il y a quelque chose quand même de... Qu'on le veuille ou non, alors ça m'embarrasse aussi parce que j'aime pas que des philosophes aient totalement raison, mais il y a quand même quelque chose de fondamentalement juste dans le stoïcisme par rapport à ce que tu disais, Thibaut, sur la contingence. C'est il y a des choses qui m'arrivent et il y a des choses que je fais arriver. Et dans les deux cas, il faut pouvoir être à la hauteur de cela, et je crois que c'est ça le bonheur. Il y a des choses qui m'arrivent que je vais prendre sur la figure. Est-ce que ça va... Est-ce que je vais être à la hauteur de cela? Et dans ce que je fais arriver, est-ce que aussi j'en suis pleinement conscient et je l'assume? Dans les deux cas, je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement, oui, juste, exact. Il y a une contingence absolue que je ne pourrais pas résorber. Il y a des choses qui vont arriver et il y a des choses que je vais faire arriver. Est-ce que dans les deux cas, je fais preuve d'un minimum d'élégance? Alors, question de réaction de Guillaume qui demande si ça rejoint la philosophie taoïste. Je vous avoue mon incompétence pour répondre à cette question. Alors Guillaume, peut-être que Charles peut, mais moi je vais vous dire quelque chose, c'est que le taoïsme que je connais, alors je vais vous surprendre, hein, mais je fais exprès, hein, c'est volontaire. Le taoïsme que je connais, c'est celui d'un mystique de la fin du XVIIe siècle qui s'appelle Fénelon et qui a dit « c'est en ne voulant pas qu'on veut le mieux ». Alors moi, je me suis dit, s'il y a quelque chose de taoïste en fait dans le christianisme, oui. Voilà comment je vous répondrais. Mais Charles, on sait peut-être plus que moi. Non, je ne suis pas très calé en taoïsme non plus, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien l'idée que la volonté ne veut jamais aussi bien que quand elle cesse de vouloir. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure, après avoir commencé par vouloir. On est d'accord, en agissant toujours. Voilà. Il y a une question aussi qui est posée par Marilyn qui vous demandait, Laurence, de revenir sur ce que vous entendiez par cette prise en charge du bonheur par la politique pendant cette situation de pandémie et qui donc est polémique. Et peut-être qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur ces enjeux plus collectifs ou plus politiques. C'est une question qu'on pose souvent d'ailleurs à nos élèves, enfin je pense ça parce que ça a été un sujet que j'ai beaucoup donné aussi, savoir si le bonheur est finalement une affaire privée ou pas. Qu'est-ce qui
serait illusoire à penser que mon bonheur est strictement individuel et qu'est-ce qui serait peut-être dangereux ou risqué à penser que c'est l'objectif du politique que de faire le bonheur du peuple. Tu veux répondre, Charles, ou je commence? Vas-y, commence, mais juste une question. Moi, je dois vous quitter bientôt. J'avais compté 1 heure, je me suis trompé. Alors, moi, on m'a dit 1h10, mais je compte d'accord. aller jusqu'à 19h10. On va prendre le temps. On va prendre le temps de répondre à ça. Il nous reste 8 minutes. C'est une question. Alors, tu as raison de la poser dans le sens qu'est-ce qui aurait d'illusoire à croire que le bonheur est uniquement une affaire privée et qu'est-ce qui y aurait de dangereux à penser que l'État en a la charge. Évidemment, c'est d'abord une affaire privée, mais qui ne peut pas faire l'économie des conditions du bonheur. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse être heureux quand on est dans un travail où priment les rapports de force, de domination, où, je suis désolée, je dois le dire parce que je l'ai vécu, être une femme à la tête de quelque chose, c'est considéré soit comme une différence, qu'est-ce que ça fait en tant que femme d'être dans tel ou tel poste, ou comme une incompétence. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des conditions qui vont ou favoriser mon bonheur ou le rendre impossible. Donc, mon bonheur est une affaire privée, mais qui dépend aussi de conditions publiques et politiques et sociales. Mais en même temps, sans jeu de mots, je crois que quand on demande à l'État, sous prétexte d'assurer notre sécurité et notre sécurité sanitaire, ce qu'il doit faire, de faire aussi par là notre bonheur, je crois, c'est ce que je disais, je crois que c'est ce qu'il y a de plus liberticide. L'État ne peut pas... Par exemple, je donne un autre exemple, qui est aussi une prise en charge politique, qui est des DRH du bonheur au sein d'une entreprise, c'est à la fois dangereux et absurde. Parce que comment mon entreprise va définir le bonheur, c'est-à-dire un certain cadre auquel je vais devoir me conformer pour être considéré comme un bon salarié. J'exagère un peu, mais ça a quelque chose, je le disais, à la fois ridicule et dangereux. Et c'est une tendance, je crois, de la démocratie américaine, donc de la démocratie tout court, de penser qu'il peut y avoir une définition et donc un fonctionnement des procédures, une prise en charge du bonheur par le politique. Pour ma part, ça me terrifie. Charles, le mot de la fin. Ouais, le mot de la fin, en guise d'accord et de tout petit correctif. Je pense quand même que la démocratie, c'est de réfléchir aux conditions d'un bonheur possible ensemble, malgré tout, malgré ce que tu as dit. Mais c'est juste des conditions, c'est ce que Aristote appelait les conditions du bien vivre ensemble. Ouais. Voilà. Donc pour les Grecs, le bonheur, c'était vraiment le lieu même de la politique. Et pour nous, dans une modernité d'essence libérale, c'est plutôt une affaire privée. Mais je pense qu'il y a une synthèse tout à fait intéressante à creuser, à savoir, évidemment, c'est une affaire privée, c'est une affaire de rapport au monde, d'existence personnelle, mais qu'est-ce qu'une délibération démocratique? Qu'est-ce qu'elle a comme objet? Eh bien, quand même, le fait de délimiter des conditions d'un bien vivre ensemble, et des conditions qui sont quand même économiques, sociales, culturelles, géographiques. Donc, je pense qu'on ne peut pas décorréler complètement les deux plans. Non, dit autrement, on ne peut pas être heureux en dictature. Ouais. Mais il y aurait une forme de dictature à vouloir me dire en quoi consiste le fait d'être heureux. Exactement, on est bien d'accord. C'est un joli mot de conclusion. Formidable. Désolé, je dois vous quitter parce que j'ai quelqu'un qui est arrivé chez moi et que, bref. Oui. Mais merci à toutes et à tous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Laurence, à très bientôt, j'espère, cette fois. Écoute, Charles, à très bientôt. Merci à Sciences Po d'avoir fait qu'on se rencontre enfin. Et bonne soirée à tout le monde. C'était une riche idée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci à vous tous. Merci pour cette bonne discussion. Et voilà, je ne sais pas si quelqu'un de l'organisation d'Alumni veut dire quelque chose ou nous dire au revoir. Voilà. Mais sinon, merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.